De la résistance face à l'injustice, il y en a toujours eu, mais parfois elle se manifeste d'une manière très surprenante. À la fin du 19e siècle, l'activiste américaine Elizabeth Medji se creuse la tête. Elle vit dans la campagne de l'Illinois où de grands propriétaires terriens jouent impunément à s'approprier les terres et les maisons. Cela ne peut plus continuer, pense-t-elle. Mais comment peut-elle dénoncer cela au monde? Alors, elle a imaginé un nouveau jeu de société, le Landlord's Game. Parce qu'un jeu, tout le monde peut y jouer. Mais ce jeu porte un message. Il faut défier les grands propriétaires en tant que personnes ordinaires. Aujourd'hui, personne ne se rappelle qu'Elizabeth Medji a conçu son jeu comme une accusation contre les grands propriétaires fonciers. Car des années plus tard, un grand fabricant de jouets achète le brevet. Il a modifié le jeu. Et désormais, le but est de confisquer autant de terres que possible, de salir votre adversaire et de le rayer de la carte. Nous connaissons tous ce jeu aujourd'hui sous son nouveau nom, le Monopoly. Les grands propriétaires fonciers, l'absence de démocratie et surtout la résistance à celle-ci me conduisent en Afrique du Sud. C'est ainsi que je m'adresse à Stéphanie Brito, qui travaille depuis longtemps pour le mouvement des agriculteurs sans terre du Brésil, le MST. Je rencontre également Théodora Pius. Elle est l'une des jeunes et puissantes dirigeantes du réseau national des agriculteurs en Tanzanie. Théodora organise les agriculteurs en un mouvement social qui s'unit autour de l'agroécologie comme solution à la crise alimentaire. Si vous allez dans un foyer tanzanien, ils vous accueillent en vous offrant de la nourriture. C'est à ce moment-là qu'on peut s'apercevoir si on est les bienvenus. Et ça dépend. Si je ne suis qu'un visiteur normal, qui vient chez eux tous les jours, on me donnera tous les jours un certain type de nourriture. Mais s'ils reçoivent, par exemple, un invité d'un village ou d'une ville lointaine, vous recevrez quelque chose de spécial. Théodora m'explique que la nourriture n'est pas seulement une question de calories nécessaires, mais aussi un événement social. Avec la nourriture, vous accueillez vos invités. La nourriture rassemble les gens. La nourriture, dit Théodora, est synonyme de liberté. Tout Tanzanien se rendant au marché pour acheter, par exemple, du riz, la première chose qu'il va faire est de sentir les arômes. Genre, ok, je veux celui-ci, je ne veux pas celui-là. Vous voyez donc cette opportunité en tant que consommatrice, je peux faire des choix, tous ces choix. Et les choix sont synonymes de liberté. Nous avons 4 ou 5 types de millets. Celui-ci est pour les fêtes locales, donc pour faire des bières locales, des boissons locales, quand nous avons des célébrations locales dans le village. Celui-ci, je m'en sers pendant la saison sèche. Celui-là, c'est celui que j'utilise pour faire de la farine ou pour faire peu importe tout ce que je peux faire avec. Celui-ci, je l'utilise lorsque l'un des voisins peut rencontrer des problèmes. Ce sont différents types de millets. Le millet est une céréale. Une sorte de graine. On peut en faire de la bouillie, mais aussi des salades ou de la pâte. Il existe de nombreux types de millets. À chaque occasion, il y a un type de grain spécifique. Mais la soif de profit compromet cette diversité. Pour nous, la souveraineté alimentaire signifie la liberté de choisir. Pour nous, la souveraineté alimentaire signifie la célébration de nos cultures à travers la nourriture, lorsque nous mangeons. Cette liberté d'avoir la diversité à portée de main, à la maison. Par exemple, j'ai du maïs, j'ai du millet, j'ai du blé, j'ai du manioc, j'ai des ignames. J'ai presque tout ce qu'on ne trouve pas dans ce qu'on appelle l'agro-industrie, parce qu'elle favorise la monoculture. En monoculture, les agriculteurs et leurs terres sont utilisés pour faire pousser les mêmes cultures sur le même sol. C'est mauvais pour le sol parce que vous épuisez sa fertilité.
Et souvent, on impose ainsi une monoculture au pays pour pouvoir produire davantage et plus vite, et donc faire plus de profit. Mais aussi pour exporter des récoltes ou des aliments en échange de cash. La nourriture passe ainsi d'un produit social et culturel à un moyen de faire plus de profit. Stéphanie Brito travaille pour le mouvement des agriculteurs sans terre, le MST, au Brésil. Il s'agit d'une gigantesque organisation d'agriculteurs qui travaille à la fois sur la question des terres et sur celle de l'alimentation, car l'agriculture est également soumise au système capitaliste au Brésil. C'est un modèle agricole qui n'est pas centré sur les besoins alimentaires de la population. Il est axé sur la production de bénéfices. Et ce que ça signifie pour beaucoup de pays, c'est qu'ils produisent des produits agricoles pour l'exportation, mais pas pour nourrir leur propre population. Ils cultivent donc une variété de cultures qui ne correspond en rien aux besoins alimentaires de leur population. Ainsi, leurs ressources, leurs terres, leur eau, leur main-d'œuvre sont utilisées pour produire des denrées destinées à l'exportation. Et pendant ce temps, ils ne produisent pas la nourriture nécessaire à leur survie. Qui sont ces entreprises qui peuvent exercer une telle influence sur le secteur agricole? Ce sont de grandes entreprises, de très grandes entreprises, des monopoles. Elles sont à peine 4 et on les appelle les ABCD d'après la première lettre de leur nom de société. ADM, Bunge, Cargill et Dreyfus. Ces 4 entreprises contrôlent l'ensemble de la chaîne alimentaire, depuis le grain de céréales dans le champ jusqu'au caddie de supermarché. Elles sont les despotes de l'industrie alimentaire. Pour maximiser les profits, une entreprise comme Cargill adopte une approche très souple vis-à-vis du droit, des règles et de la morale. Dans une usine aux États-Unis l'année dernière, une utilisation étendue du travail des enfants a été détectée dans une filiale de Cargill. L'Organisation internationale de protection de l'environnement Mighty Earth a qualifié Cargill de pire entreprise au monde en raison de la déforestation à grande échelle au Brésil, de l'exploitation et des pratiques commerciales irresponsables. Nous parlons également de la façon dont le comportement des multinationales crée des catastrophes environnementales dans de nombreux pays du Sud. C'est ce que nous appelons les crimes environnementaux. Ainsi, lorsqu'une multinationale vient et pollue une rivière qui est la source d'eau pour toute une communauté, lorsqu'elle endommage les structures souterraines et provoque des tremblements de terre dans des communautés du monde entier, lorsqu'elle utilise des techniques agricoles irresponsables qui entraînent des inondations et toutes sortes de conséquences, ces problèmes sont tout aussi importants que le changement climatique. Nous devrions parler des nombreuses façons dont les moyens de subsistance des gens sont détruits à cause de la relation que le capitalisme entretient avec l'environnement et de la manière dont il traite l'environnement comme un simple lieu d'extraction, sans aucune relation avec les communautés et les gens qui y vivent. Les grandes entreprises agroalimentaires considèrent la terre comme un lieu d'extraction de matières premières. Elles ne tiennent pas compte de la relation entre la terre et les personnes qui y vivent. Elles négligent les valeurs écologiques de la terre. Une entreprise comme Cargill a littéralement divisé le monde en zones. Le Brésil est dédié au soja, l'Ukraine aux céréales, la Côte d'Ivoire au cacao, etc. C'est la monoculture dont parle Théodora. Cargill décide de ce qui est produit, où et quand, et contrôle ainsi également les prix. L'une des façons dont elles essaient de le contrôler est en maintenant l'accès aux semences, en étant les seuls fournisseurs de semences pour les agriculteurs. L'une des choses qui leur permettent d'avoir ce monopole sur les semences, c'est de réduire le niveau de diversité qui existe. En effet, tant que les agriculteurs peuvent produire leurs propres semences, ils peuvent bénéficier d'un certain niveau d'autonomie et d'indépendance par rapport à ces grandes multinationales. Et par exemple, dans un pays comme le Mexique, d'où je suis originaire, nous avons une énorme diversité de maïs. Le Mexique est un pays dont l'alimentation dépend principalement du maïs. Et depuis des milliers et des milliers d'années, nous avons eu une énorme diversité de maïs que des multinationales comme Monsanto ont tenté d'attaquer. Les banques de semences conservent 560 000 variétés de céréales. Aujourd'hui, seulement quelques graines dominent le commerce mondial. Pendant des millénaires, une riche culture alimentaire a été développée, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et cela entraîne la perte de la liberté alimentaire à laquelle Théodora fait référence. Les entreprises agroalimentaires font également grimper les prix des denrées alimentaires.
Elles peuvent le faire parce qu'elles sont en position de monopole. Elles contrôlent le marché et possèdent d'immenses exploitations agricoles. En Amérique latine, par exemple, la moitié des terres agricoles est détenue par 1% de la population. Les géants de l'alimentation excluent les petits agriculteurs et les ouvriers agricoles tout en épuisant également les terres. La résistance du MST, le Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, contre ce système agricole dévastateur est impressionnante. Le MST lutte pour une réforme agraire radicale et une agriculture écologique. Nous avons beaucoup reboisé là où se trouvent de nombreuses zones dévastées par la monoculture de l'eucalyptus. L'agro-industrie continue de déboiser. Nous pouvons le constater. Le Brésil est un très grand pays et c'est l'un des pays d'Amérique latine qui a la plus grande concentration de terres. Il y a donc très peu de gens qui contrôlent d'immenses étendues de terre. La plupart des problèmes d'inégalité et d'injustice au Brésil sont liés à la question de la terre. Parce que cette concentration des terres fait en sorte que les gens n'ont pas accès à la possibilité de produire leur propre nourriture. Ils ne peuvent donc pas survivre sur leurs terres. Le MST est né de cette contradiction entre le fait d'avoir tant de terres concentrées entre si peu de mains, ce qui engendre une incroyable pauvreté et une famine importante. Le MST est né en tant que mouvement visant à offrir aux paysans un accès aux terres du pays afin de les utiliser pour répondre aux besoins des Brésiliens, notamment les besoins alimentaires et la quête d'une qualité de vie à la campagne. Les agriculteurs qui cultivent la nourriture souffrent même de la faim. Les cultures qu'ils récoltent détruisent la terre et l'environnement et sont ensuite exportées à l'étranger. Cela ne peut plus durer. Une réforme agraire est nécessaire. On doit redistribuer les terres. Cette réforme garantira une production alimentaire durable, nous explique Stéphanie, bénéfique pour l'environnement et pour les gens. On pense qu'il n'est pas possible de parvenir à une alimentation durable ou à la démocratie si on n'a pas accès à la terre. La question foncière est fondamentale. À qui appartient la terre? La propriété foncière est fondamentale pour évoluer vers un pays plus démocratique. Réforme agraire et plus de démocratie. Voilà ce que veulent les Brésiliens. C'est un combat de longue haleine. En 2003, le syndicaliste et ouvrier brésilien Lula da Silva est devenu président du Brésil. Et le peuple était rempli d'espoir. La plus grande réalisation, qui est une immense réussite et ne peut être minimisée, est qu'il a éliminé la faim au Brésil. Ce n'est pas une mince affaire car le Brésil est un pays extrêmement vaste. Pour lutter contre la pauvreté dans les villes et les campagnes, le président Lula a lancé des programmes sociaux ambitieux dans tous les domaines. Et l'une de ses priorités était de faire en sorte que les ressources du sol du Brésil servent la population brésilienne elle-même et qu'ils n'aillent plus alimenter les caisses des grandes entreprises étrangères. Le PT est un parti qui s'est engagé à mettre en œuvre un programme progressiste. Et ce programme progressiste inclut également comme priorité la souveraineté nationale du Brésil et sa capacité à poursuivre sa propre voie de développement pour répondre aux besoins de sa propre population. Et c'est absolument incompatible avec les intérêts tout d'abord de la bourgeoisie brésilienne dans une certaine mesure, mais aussi avec ceux de l'impérialisme américain. Le Brésil est un pays extrêmement important en Amérique latine. C'est le plus grand pays. C'est la plus grande économie. Et plus le Brésil évolue vers la gauche, plus il a la capacité d'influencer le reste des pays de la région, ce qui est très menaçant. Je pense donc que pour la bourgeoisie brésilienne, le PT était toléré tant qu'il produisait ou permettait un certain niveau de croissance économique capable de l'enrichir. Mais elle n'allait jamais faire pleinement confiance au gouvernement du PT. En 2019, le président d'extrême droite Bolsonaro est arrivé au pouvoir. Sous son règne, les droits des peuples autochtones ont été restreints. Une grande partie de l'Amazonie a été déboisée et les petits agriculteurs ont été contraints de céder leur place aux grandes entreprises agricoles. L'élite politique et économique brésilienne avait bien préparé le coup de force de Bolsonaro. En effet, l'année précédente, Lula avait été emprisonné, soi-disant pour un scandale de corruption qui s'est avéré être faux par la suite.
Cette année, la Cour suprême brésilienne a déclaré toutes les accusations nulles et non avenues. Mais en 2018, le mal était fait. Le principal concurrent de Bolsonaro, Lula, était derrière les barreaux. Ainsi, je pense que la classe dirigeante brésilienne, alliée à l'impérialisme, a réussi à mener une campagne très efficace pour discréditer le PT et retourner la population du pays contre lui, dans le but d'affaiblir complètement la gauche. Parce que Lula était du côté des petits agriculteurs, il a reçu le soutien total du MST. Ils ne se sont pas laissés berner. Le mouvement des agriculteurs a installé un camp devant la prison. Et tous les matins, ils criaient « Bom dia, Lula !»« Bonjour, Lula !» Je resterai éveillé toute la nuit. Nous restons ici pour soutenir notre président. C'est le meilleur président que le Brésil ait jamais eu. Entre autres, grâce au soutien et à l'engagement du MST et de nombreux autres mouvements populaires, Lula est redevenu président en 2022. Et ce n'est pas uniquement pour le Brésil que c'est important. Le fait que le Brésil est un président progressiste, engagé dans le développement du Sud global, en faveur des idées de souveraineté nationale pour les peuples du Sud et des projets d'intégration régionale, est d'une importance capitale pour l'évolution du contexte géopolitique dans le monde. Le contexte géopolitique mondial est en train de changer, affirme Stéphanie. Et elle a raison, on le voit partout. Même lors des conférences au sommet du G7, par exemple. Le G7 regroupe les 7 pays les plus riches du monde qui agissent comme une sorte de gouvernement mondial autoproclamé. En mai 2023, le G7 s'est réuni à Hiroshima au Japon. Et pour la toute première fois, un dirigeant d'une économie émergente a été invité à participer. Il s'agit de Lula da Silva, président du Brésil. La confiance avec laquelle Lula s'est rendu à cette conférence en dit long sur ce monde en pleine mutation. Le président Lula a déclaré calmement que le Brésil était un acteur à part entière et que son pays ne pouvait plus être tenu en laisse par une grande puissance. On observe de plus en plus cette attitude, on l'entend de plus en plus, on la ressent de plus en plus. Les pays du Sud cherchent une alternative à la domination des États-Unis. Ils veulent déterminer leur propre avenir, ils veulent être en mesure de produire de l'alimentation pour leur propre population. Ils veulent pouvoir exploiter leurs propres richesses naturelles, mais aussi la traiter. Ils veulent pouvoir établir des relations Sud-Sud, car selon Stéphanie, ce système-ci ne fonctionne plus. Le capitalisme est en crise, comme nous le savons tous, et il n'est plus en mesure de produire le type de croissance et de profit qu'il a connu à une autre époque. Nous pensons que le capitalisme est en crise structurelle et terminale. Cela ne signifie pas que le capitalisme va arriver à un point où il va naturellement cesser d'exister. Non, non, non. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est qu'il se trouve dans une situation où les conditions s'aggravent de jour en jour et qu'il n'y a aucune solution en vue pour résoudre les problèmes internes du système capitaliste. Cela signifie que les pays du Sud sont de plus en plus entravés par le type de structure que le capitalisme a créé et que des gouvernements comme celui de l'Afrique du Sud ne sont pas en mesure de répondre aux besoins matériels de leur population dans le cadre de cette structure actuelle. Donc, nous sommes en ce moment à Johannesburg. Et Johannesburg traverse une énorme crise de l'eau où les gens restent plusieurs jours sans avoir accès à l'eau chez eux. Il y a un énorme problème de pénurie d'énergie. De plus en plus de pays du Sud veulent prendre une nouvelle voie. Une voie qui leur permet de construire leur propre économie, être souverain, être libre, non aligné. Ce n'est pas facile, parce que les relations mondiales sont faussées. Et vous pouvez être souverain, mais si vous restez économiquement dépendant des relations mondiales faussées, vous n'irez pas loin. Les gouvernements progressistes ont besoin de pression venant d'en bas, pour les soutenir, mais aussi pour les maintenir sur la bonne voie. Et c'est particulièrement important au Brésil, selon Stéphanie.
Je pense que nous devrions nous réjouir de la victoire du PT aux dernières élections. Mais nous devrions faire preuve d'un optimisme prudent. D'abord parce que tous ces gouvernements progressistes doivent reposer sur une structure très solide de personnes organisées, prêtes à se mobiliser, à pousser et à maintenir le programme du gouvernement de gauche, et aussi à les défendre contre toutes sortes de complots impérialistes et bourgeois visant à les éliminer. Tous les gouvernements progressistes que nous avons eus en Amérique latine ont dû se défendre contre des tentatives de destitution de l'impérialisme américain. Donc, nous sommes heureux, mais nous devons rester vigilants. Car nos gouvernements doivent être défendus. Il faut les défendre et toujours les pousser davantage vers la gauche. Ils ne feront aucun miracle si les gens ne sont pas organisés. Les mouvements populaires restent des mouvements indépendants, des mouvements autonomes, qu'il s'agisse des métallurgistes en Afrique du Sud ou du mouvement des sans-terre au Brésil. Ils possèdent leur propre force de mobilisation et leur propre vision de la société. Ils cherchent à pousser leur gouvernement vers la gauche et empêcher les puissances étrangères de s'emparer à nouveau des richesses nationales. C'est le genre de contradiction et de tension auxquelles tous les mouvements progressistes en Amérique latine sont confrontés. Nous devons, d'une part, pousser notre gouvernement progressiste vers la gauche, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'approuver et de soutenir toutes les politiques qu'ils adoptent dans le but de maintenir l'unité et l'alliance. Nous devons les pousser vers la gauche parce qu'il y a toute une série de choses qu'ils ne feront pas s'ils ne sont pas poussés. Mais nous devons aussi les défendre. Car si nous ne les défendons pas, ils subiront les attaques de la droite que nous avons vues se produire dans tous nos pays de la région. Grace Blakeley au Royaume-Uni et Sevim Dagdelen à Berlin m'ont expliqué que de plus en plus de personnes n'arrivent pas à se procurer un repas sain tous les jours. Ce sont ces mêmes monopoles qui exploitent les terres dans le sud, qui provoquent la hausse des prix des denrées alimentaires dans le nord. Ici, en Afrique du Sud, je suis l'invité d'une conférence internationale, Dilemmas of Humanity. C'est là que le Sud reçoit un visage. Tout comme les infirmières en grève de Londres ont donné un visage à la mutinerie du Nord. Et ces mouvements, au Nord comme au Sud, sont liés les uns aux autres, humainement, politiquement et économiquement. Cette connexion m'apparaît plus importante que jamais. Elle est cruciale. Si nous pouvons relier ce qui se passe ici à l'IPA, à ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe en Inde, avec ce qui s'est passé pendant l'été du mécontentement, avec ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, si nous pouvons nous unir, nous serons très forts. La classe travailleuse est une classe internationale. Nous sommes un mouvement international. Nous ne gagnerons que si nous restons internationaux, camarades. Merci beaucoup. Selon nous, changer la situation ne sera pas simple. Toute cette crise ne va pas magiquement engendrer une société plus humaine, plus démocratique et plus égalitaire. Il faut que les gens s'organisent pour prendre en compte les contradictions auxquelles ils sont confrontés et les transformer en un programme progressiste. Et nous pensons que pour y parvenir, les pays qui veulent y parvenir ne pourront pas se contenter d'agir seulement dans leur propre pays. Cela nécessitera une solidarité entre les pays, car dès qu'un pays développe un gouvernement progressiste, il se retrouve isolé. Aussi, tant que nous ne développerons pas de nombreux gouvernements progressistes en même temps, capables de se soutenir mutuellement, nous ne pourrons pas progresser. Vous allez bien? Ah, bien, bien, bien. Et vous? Bien, bien, bien. Vous êtes de quel pays? Belgique, du Parti du Travail de Belgique. Le Parti du Travail de Belgique. Oui. La conférence de Johannesburg est fascinante. C'est un honneur d'être ici et de pouvoir écouter et regarder le monde de l'autre côté. Cela implique aussi une responsabilité. Nous n'avons pas le luxe d'opposer les mouvements sociaux dans le Nord contre ceux du Sud ou vice-versa. Non, nous avons la responsabilité de relier ces deux mouvements, parce qu'il s'agit de la même bataille au Nord et au Sud. Parce qu'en fin de compte, nous vivons sur la même planète et notre avenir est lié. Notre avenir, c'est la classe travailleuse. La bourgeoisie peut construire des bunkers, partir sur Mars, mais nous restons tous ici.
Que vous soyez travailleur en Belgique, ou travailleur à Johannesburg, ou travailleur en Argentine, nous allons devoir construire un monde différent ensemble. Je serais heureux de vous rencontrer et de comprendre ce qui se passe en Belgique. Nous pourrions peut-être apprendre une ou deux choses de vous. Vous pourriez aussi apprendre une ou deux choses de nous. Oui, parce que nous devons interagir de temps en temps. Peut-être qu'on pourrait aussi visiter la Belgique, voir ce qui se passe sur le terrain. L'un des principaux intervenants de la conférence est Vijay Prashad, l'historien indien. Je le connais depuis longtemps, mais je suis à nouveau très impressionné. Pourquoi les mutineries du Nord et du Sud sont si étroitement liées? J'en discuterai avec Vijay dans le prochain et dernier épisode.